Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Microsoft, logiciels, applications, Windows, jeux vidéo, Xbox. Oula. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et nous entamons l'épisode 202. Ce soir, nous sommes 3 pour cet épisode. J'ai Florian qui est là. Bonsoir Florian. Salut, ça va? Ça va. Et Cassim est également là. Coucou. Bon, messieurs, j'ai cru comprendre que vous aviez passé une journée très chargée. Donc je vous propose d'attaquer sans plus attendre avec la première partie, Windows et applications. Alors, on va parler à nouveau de Sun Valley, mais je crois que ça va être un petit peu notre petit fil rouge Windows d'ici à la fin de l'année 2021. Cassim, Sun Valley, si je dis pas de bêtises, c'est bien le nouveau nom de la nouvelle interface de Windows qu'on devrait avoir dans la mise à jour qui devrait sortir pour l'automne, l'hiver 2021, c'est bien ça ? C'est ça, c'est le nom du projet de refonte, de mise à jour majeure de Windows 10 pour la fin de l'année. Il y en a maintenant, j'ai l'impression que le mot à la mode sur Twitter en ce moment, c'est New Windows. C'est devenu le nouveau terme. Mais c'est le même projet. Le New Windows ? Je ne sais pas, peut-être ai-je mal compris Twitter. En tout cas, voilà, tu l'as bien résumé. Ok, donc on a quelques petites nouveautés qui sortent ponctuellement, enfin petit à petit, devrais-je dire plutôt. Et cette semaine, on a appris par exemple que le Windows Store, le Microsoft Store, allait avoir une nouvelle version qui allait sortir. Alors, pas une version qui va tout révolutionner, enfin peut-être que derrière le Microsoft Store sera un petit peu plus efficace, enfin le Windows Store sera plus efficace, mais c'est au niveau esthétique, ergonomique, on a des passages de menu qui vont être un petit peu modifiés, des nouveaux effets, notamment lors des survols, il y a la progression des téléchargements qui est modifiée, et l'affichage va être plus compact en mode, plus confortable en mode réduit, en mode compact, et dis donc, mais c'est bien quand tu as un écran pas large comme un Windows Phone par exemple, ça serait sympa d'utiliser ce Windows Store, je me suis dit en voyant ça. Oui, bon, après, honnêtement, ça rend pas le choix non plus, hein. Ils ont simplement mis à jour les animations et les animations de l'application pour adapter à Sun Valley et à ce qu'on a déjà sur Microsoft Edge. Donc, c'est ça. Bon, c'est bien. Après, tout n'est pas actif, hein. Dans ce que tu as dit, tout n'est pas actif dans la version qu'ils ont mis en Insider, hein. Il faut bidouiller avec des outils non officiels comme d'habitude pour activer la nouvelle version compacte par exemple. Ils n'ont pas encore tout mis officiellement dans le truc. Mais bon, ça arrivera, c'est une question de semaines. Oui, mais c'est le temps peut-être que ce soit bien peaufiné. Mais effectivement, c'est ce que je disais, la mise à jour n'est pas révolutionnaire, mais elle permet d'avoir une meilleure cohérence des différents outils Microsoft à l'intérieur de Windows. Oui, par contre, moi, peut-être Cassim va avoir son opinion là-dessus également, mais ce qui m'étonne, c'est que j'espérais, moi, plutôt qu'on allait faire une mise à jour du store existant, qu'ils amèneraient le store qu'ils ont refait pour la Xbox, qui était quand même bien plus joli, sur PC. Et j'espérais que ce serait ça pour Sun Valley, et que ce serait une sorte que ce store-là finirait par descendre sur PC, mais finalement, apparemment, ils vont essayer de continuer l'ancien store qui est un peu... bon, même s'ils lui mettent un couche de peinture, il est pas fantastique niveau fonctionnement interne, donc j'espère que ça va quand même s'améliorer de ce côté-là. Alors moi, mon avis, c'est que... j'ai pas envie de croire que c'est le store de Sun Valley, là, qu'on a vu. Ça me paraît beaucoup trop tôt, en plus, comme déploiement par rapport à la sortie de Sun Valley qui est prévue à la fin de l'année. Pour moi, c'est des travaux qui sont préparatifs et c'est une mise à jour qui progresse vers ce point-là. Mais ils peuvent... ça peut se faire en parallèle du déploiement d'un nouveau store ou d'une grosse amélioration prévue pour celui-là plus tard. Je pense pas que celui de la Xbox soit vraiment adapté à du clavier souris. PC, ouais. Mais je pense qu'ils peuvent effectivement essayer de trouver un juste milieu entre les deux. J'espère en tout cas. Le vrai espoir pour le Microsoft Store, en vrai, c'est pas tant l'interface que juste qu'ils soient capables de télécharger correctement les applications et les installer, quoi. Ouais, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est le problème. C'est qu'on peut pas du tout faire confiance au store actuellement, même après 5 ans de Windows 10, et même si on compte qu'il vient de Windows 8 à l'origine, ça fait presque 10 ans qu'il existe maintenant, ça fait un peu long pour avoir un store stable. C'est clair. Et ça pose vraiment problème pour les jeux vidéo en plus, donc j'espère qu'ils vont corriger ça.
Ouais, ça Et fait je 10 pense ans que tu as qu'on raison espère. par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait que ça peut être une version temporaire, parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient la même chose pour l'application May. Ils sont en train de refaire une version May avec les technologies web, et en attendant, ils vont rendre un peu plus cohérent le vieux May avec une interface un peu plus modernisée. Donc ça peut être un peu la même chose, ça peut être un store de transition avant le vrai nouveau store de Sun Valley à fin d'année. Ok. Allez, on continue. Tu parlais de disparition. C'est le dossier Objet 3D qui devrait disparaître bientôt de l'explorateur Windows. Alors, ce dossier qui apparaissait lorsque vous ouvriez votre explorateur, là il apparaissait dans la partie supérieure, il est apparu vers 2017 quand ça a été la grande mode des impressions 3D, mais il semblerait qu'il soit tellement peu utilisé que Microsoft ait décidé tout simplement de le supprimer. Voilà, donc ça fera du bien, ça fera un petit peu de place dans l'explorateur. Vous l'avez utilisé vous déjà ce dossier ? Nope. Bah, Jamais. Il reste pas grand chose de la Creators Update et de tous ces trucs 3D là qu'on avait à l'époque. Il reste Paint 3D. Et la réalité mixte, d'une manière générale, bon, ça on pourra en reparler après, mais ils en ont reparlé, mais c'est quand même pas le truc le plus incroyable. C'est pas ce qu'il y a là. Souvenez-vous de la présentation de Windows holographique en même temps que Windows 10. Bref. Bah oui, c'était... Mais ces dossiers objet 3D, après, si certains qui nous écoutent l'utilisent, il va pas totalement disparaître parce que dans les options, tu pourras le réactiver si on a besoin. Mais simplement pour le grand public, les 99,9% de monde qui ne vont jamais l'utiliser et qui ne l'utilisaient jamais, là, il sera plus affiché par défaut, quoi. Je trouve ça très bien. Ok, une nouvelle petite chose que je trouve plutôt sympathique, c'est le nouveau copier-coller qui arrive donc avec Sun Valley. On vous en avait déjà parlé ici, si vous utilisez la combinaison de touches Windows V, ça va vous afficher l'historique de votre presse-papier, si vous l'avez activé. Si vous ne l'avez pas activé, c'est très simple, vous faites Windows V, il vous propose de l'activer afin d'ouvrir le menu des options qui vous permet de l'activer. Mais il n'y avait pas une interface qui était spécialement jolie. Là, on avait un petit panneau qui s'ouvrait en bas et on pouvait choisir les 15 dernières copies que l'on avait faites sur notre ordinateur. Là, maintenant, il y a une nouvelle interface du presse-papier qui va être proposée. Une interface qui est beaucoup plus léchée, avec plus de design, vraiment différentes options qui s'affichent. Et pour appeler cette interface, il faudra utiliser le même raccourci que pour les emojis, c'est-à-dire la combinaison Windows point virgule. Vous avez des choses à rajouter, peut-être Cassim, là-dessus ? Je crois que Windows V continuera de fonctionner. Hein. C'est simplement que le menu va être partagé avec celui des emojis, donc tu pourras l'appeler par le menu des emojis et changer d'onglet, ou arriver directement sur le bon onglet et par Windows V. Je crois. Hein. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en avais, mais j'ai pas testé. Ben non, je l'ai pas encore, moi. Non, mais c'est très bien. La nouvelle interface, c'est très bien, et elle permet aussi de coller du texte en version brute. Ce qui peut être très pratique quand tu fais de l'édition web. Ouais. Des fois, t'as pas envie d'avoir toute la mise en page, la mise en forme, pardon, du texte et les liens, etc. Des fois, tu veux juste le texte et normalement, le raccourci historique pour ça, c'était CTRL-MAJ V au lieu de CTRL-V, qui permet de virer la mise en forme. Et là, il va pouvoir le faire un peu plus naturellement. D'accord. Merci pour ce complément, Cassim. Ben là, tu parlais de texte. Cette fois-ci, c'est Word qui voit une nouveauté arriver. Alors, on en avait déjà entendu parler. C'est l'arrivée de l'écriture prédictive qui est là. Alors, ça devrait arriver ce mois-ci pour tout le monde. Ça faisait déjà quelques temps que les utilisateurs en Insider pouvaient bénéficier de cette fonctionnalité. Donc l'écriture prédictive, vous commencez à taper votre texte et Windows, enfin là dans ce cas-là ça sera dans Word, va vous proposer des mots pour compléter. Donc au lieu de taper le mot, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour sélectionner le mot qui va bien. Donc le but est de faire gagner du temps. Alors je ne sais pas si Word va être vraiment l'outil qui bénéficierait le plus de cette fonctionnalité. Par contre, je me dis, pour taper un mail, et ça sera sûrement très pratique. Les choses où on a besoin de petits échanges courts, je pense que c'est là où ça sera le plus intéressant. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, de votre côté. Bah, il faut vraiment, pour moi, que ce soit synchronisé avec l'historique de SwiftKey sur le téléphone. Parce que lui, il apprend déjà beaucoup de ta façon d'écrire. Taper, et donc d'écrire. Et donc, Microsoft a déjà si tu utilises déjà les produits Microsoft a déjà toutes les données, et donc ils peuvent déjà partir d'une base de données existante et déjà avoir des prédictions très bonnes. Tandis que s'ils repartent de zéro pour chaque produit, ce serait un peu plus compliqué. Je sais pas vraiment ce qu'ils espèrent faire pour ça, mais j'espère que ce sera synchronisé entre les produits. Cassim ?
C'est déjà une fonction que propose Gmail et qui est vraiment très très pratique de pouvoir. Mais effectivement, c'est pour du texte très court, mais par exemple, une fonction que j'adore, c'est tu commences à écrire bonjour en réponse à un mail et Gmail te propose automatiquement le prénom de la personne à qui tu écris en fait à partir de puisque tu lui réponds en fait. Et ce genre de petits trucs, ça fait gagner du temps. Ça évite en plus de faire des fautes, c'est quand tu recopies le prénom de la personne. Mais voilà, c'est des petits trucs qui sont assez pratiques et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans Word pour le coup. Et après, comme Florian l'a dit, je pense qu'effectivement, ils devraient essayer de puiser dans leurs différentes sources, pas forcément que Swifty, ça pourrait aussi être Outlook.com, justement, tous les mails que tu as déjà envoyés. Ils ont beaucoup de données, je pense, là-dedans, dont ils pourraient se servir pour alimenter leur IA. Je sais pas si vous avez vu dans Outlook, le gros Outlook, le Outlook de bureau, il vous propose maintenant des réponses automatiques à vos mails que vous recevez. Vous avez pas vu ça ? Ah, j'utilise pas le gros Outlook. Ah oui, vous utilisez pas le gros client lourd. Donc il y a attention, moi. Alors moi j'ai reçu des mails professionnels et puis il te propose des réponses possibles. Style on te demande un rendez-vous, il te met d'accord pour le rendez-vous ou j'ai bien noté. Des petites réponses comme ça, et c'est différent selon chaque mail que tu as reçu, donc c'est vraiment, il y a l'IA derrière qui est vraiment intéressante. Alors c'est vrai que c'est des messages très courts, mais quand t'as pas besoin de faire un laïus, clac, tu cliques, tu rajoutes au revoir, à bientôt, hop là, et c'est fini. Donc j'ai trouvé ça pas mal, et puis un petit peu en lien avec cette information pour Word. Bon, mais on va continuer cette fois-ci avec l'application Your Phone qui voit arriver une nouvelle barre de paramétrage du smartphone. Vous savez que les applications multi-écrans sont disponibles grâce à Your Phone pour les appareils Samsung, ou ceux en tout cas qui ont une ROM Samsung. Tu as pu le tester, Florian ? Et cette fois-ci, depuis peu de temps, on a la possibilité de régler les principaux paramètres de notre téléphone directement grâce à l'application Your Phone. Et on a un bandeau de réglage qui en fait te reprend l'essentiel du centre de notification du smartphone Android. Donc c'est assez pratique. Ça évite de pouvoir par exemple passer. Il y a ne pas déranger, Bluetooth. Enfin moi j'ai 4, je sais pas si c'est réglable, ouais. Mais moi j'ai ne pas déranger, Bluetooth, sonnerie et musique. Ben, j'ai ça aussi, mais je trouve que c'est les plus utiles en fait pour utiliser du PC vers le smartphone. Quand t'as pas envie d'être embêté, que t'as pas mis ton téléphone en mode ne pas déranger, clac, tu cliques, t'es à ton bureau, et hop, ça met ton téléphone en mode ne pas déranger. La musique, tu veux la couper ou la lancer depuis ton téléphone, si t'as le casque sur les oreilles mais que tu sais pas où t'as mis ton téléphone et que t'as pas envie de bouger le chercher, je trouve ça en fait assez pratique, ce choix je le trouve assez judicieux. Enfin, c'est mon avis. Vous, je sais pas ce que... Toi, Florian, t'as l'air de trouver ça peut-être un peu léger. Oh non, moi ça me... Je trouve ça sympathique. Je m'en suis déjà servi, je m'en suis servi pour couper le son quand mon téléphone sonnait comme pas possible à distance, donc je m'en suis servi une fois et ça a bien marché. Bon, après c'est des petits plus, hein. Your Phone évolue doucement, petit à petit. Également, ils commencent à ajouter de plus en plus les contacts. Je sais pas si tu les as déjà. Oui, moi je les ai, oui. C'est pas... tu vois les contacts de ton téléphone directement dans l'application Your Phone, sur une liste de contacts, un peu comme l'application Contact avant. Et oui. C'est sympa aussi. Bon, Your Phone évolue doucement mais sûrement. Après, ce qu'on espère tous, c'est que les options Samsung arriveront pour d'autres téléphones. Mais bon, ça c'est une question de temps, je pense. Est-ce que c'est possible techniquement ? On se posait la question l'autre fois. Je pense que Cassim pourra peut-être plus dire. Je crois qu'il y a une histoire de Wi-Fi, d'un truc direct, non ? Je sais pas quoi, il faut un Bluetooth spécial, non ? Je sais plus trop. Je crois que maintenant ça passe. Je crois qu'ils ont abandonné un peu cette idée-là et que maintenant ils passent toujours par du Bluetooth, si je ne dis pas une bêtise. Mais oui, après c'est toujours un peu délicat leur fonction Your Phone. C'est un peu dommage parce qu'il y a des solutions concurrentes type ce que propose Dell par exemple, qui fonctionnent avec n'importe quel smartphone. C'est un peu plus restreint pour ce que fait Microsoft. Après Microsoft, quand ça marche, par contre, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux et que l'interface est beaucoup plus ergonomique, quoi. Mais bon, ça reste intéressant, les petits ajouts qu'ils font. C'est vraiment, pour le coup, on se moquait un peu tout à l'heure de ce qui restait de la Creators Update et de Paint 3D et compagnie. L'application Your Phone, pour le coup, c'est un truc qu'ils ont lancé il y a quand même un petit bout de temps maintenant
et auquel il s'accroche, hein, mine de rien, il propose toujours des nouveautés et ça reste intéressant, je trouve. Oui, puis surtout que moi en plus à l'époque je me moquais un peu, hein, parce qu'ils avaient essayé tellement de fois de faire des synchronisations SMS dans tous les sens avec des Skype et des machins trucs et des messaging que j'y croyais pas une seconde, mais c'est la première fois qu'ils en font un qui tient plus de 2-3 ans, donc c'est quand même... et qui évolue de plus en plus, donc je pense que cette fois c'est la bonne, ils ont trouvé leur bonne application de messagerie SMS. Il faudrait clairement pas qu'ils l'abandonnent, voilà. Ce sera embêtant. C'est tellement pratique de taper un long SMS au clavier. Tiens, une petite news que vous avez pas mis pour Windows 10, pour Sun Valley, c'est qu'on a une belle bulle de Windows 10 qui est sortie hier, qui ajoute plein de petites... qui remplace toutes les toutes petites icônes par défaut de Windows par la version Sun Valley en Fluent Design. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'elles sont réutilisées par les UWP, c'est-à-dire qu'il y a plein d'UWP comme Your Phone qui ont maintenant toutes leurs icônes qui sont passées automatiquement en Fluent Design parce que Windows 10 a mis à jour sa bibliothèque en arrière-plan. On commence à avoir quelque chose de cohérent. Ouais, alors par contre, malheureusement, il y a toute la Systray qui a encore les anciennes icônes parce que celle-là utilise son propre jeu d'icônes. Bon, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'ils travaillent dessus petit à petit. Comme la barre d'étage va être refaite, effectivement, il va y avoir... il va y avoir du travail fait sur la barre d'étage, le menu démarrer, etc. Donc ça m'étonnerait pas que ça arrive plus tard. Ça, c'est des trucs qui demandent plus de modifications profondes. Oui, là ils ont juste remplacé les icônes les unes par les autres. Je pense que ça a pris quelques minutes, donc bon, voilà, c'est déjà ça. Ouais, mais ça fait peut-être partie du travail de l'équipe qui est sur la barre des tâches, et donc ça sera fait au moment où la barre des tâches changera. Voilà, ces icônes changeront à ce moment-là. C'est ça, ils pourront adopter le standard peut-être de Windows ou un truc comme ça. Oui, enfin, ce qui m'étonnait, c'est moi je parlais sur, c'est normal, je sais que c'est pas une version finie. Ce qui m'étonnait un peu, c'est que je voulais dire que ils ont un jeu d'icônes commune et il y a certaines parties de Windows qui utilisent leur propre machin. Oui, c'est ça, et je pense que du coup, peut-être avec Sun Valley, ils pourront adopter ce jeu d'icônes commun. Oui, voilà, j'espère que ce sera plus simple pour l'avenir parce que ça permettrait de pas avoir de reste d'autres époques un peu partout. C'est ça. Bon allez, on ferme cette partie Windows et Sun Valley et on va parler un petit peu de matériel. Alors on va commencer avec le Surface Duo. Le Surface Duo qui est sorti en France il y a 2 semaines à peu près et qui fait des photos qui sont quand même assez... médiocre on va dire. Nul, ok, ça c'est fait. On est appris par voie de presse que Harry Partinen, ancien ingénieur de chez Nokia puis de Apple, qui a notamment travaillé sur les PureView 808 et les Lumia 920, puis ensuite qui a travaillé chez Apple sur la partie logicielle des caméras, a été embauché par Microsoft et l'idée c'était qu'il puisse intervenir sur le Surface Duo pour qu'on ait enfin un soft derrière qui permet de faire des photos meilleures. Alors moi j'y crois pas tellement parce que j'ai vraiment je pense pas que Microsoft parte de zéro non plus en photo. Je pense qu'ils avaient quand même des bases peut-être avec les précédents smartphones. Et je pense qu'ils ont quand même mis une optique qui est assez mauvaise à la base. Ils ont l'habitude d'avoir des optiques assez mauvaises sur les surfaces. Les Surface Book, j'en sais rien, mais ils sont pas réputés quand même pour la qualité de leurs images de surface. Et je me dis, est-ce que ce monsieur va pouvoir faire un miracle avec tout ça? Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois pas. Alors pour le Surface Duo premier du nom, j'y crois pas du tout. Je sais pas pourquoi on voudrait un patch qui améliorerait quoi que ce soit. Enfin, il vient d'arriver et tout, donc ça me paraît complètement improbable. Pour un futur Surface Duo, par contre, si d'aventure Microsoft en produit un autre, là par contre ça peut être un peu plus possible, mais en fait tout dépendra du budget et à la fois du budget prix, mais aussi du budget volume physique qu'on laisse à ce module photo. C'est-à-dire que dans le produit Surface Duo, il n'y avait pas de place pour une optique, à mon avis, de meilleure qualité. Parce que tout ça, c'est de la physique, ça prend de la place, quoi. Bah oui. Comme c'est sur la face intérieure du téléphone, et pas sur un module photo extérieur qui prend beaucoup de place sur les smartphones. Ça prend de plus en plus de place d'ailleurs, et souvent les smartphones maintenant sont bancals. Là, c'est complètement intégré. Alors, esthétiquement, c'est plaisant, mais du coup, forcément, il y a moins de place pour une optique de qualité. Et du coup, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. En revanche, sur la partie logicielle, il y a quand même un peu d'espoir, je pense, dans la mesure où effectivement c'est lui qui était en charge chez Apple, et c'est clairement s'il y a un truc qui s'est amélioré ces dernières années chez Apple, c'est bien leur logiciel, et le traitement photo justement est devenu presque au niveau de celui de Google qui est la référence du marché. Apple maintenant ils sont quasiment dans la même cour, ils se rattrapent en ayant des meilleures optiques que ce que Google propose. Voilà, cet homme-là, à mon avis, il a quand même de certaines connaissances, et puis il peut, je pense, mener une équipe si on lui laisse le budget et on lui laisse
cette liberté de le faire. Voilà. Après, je sais pas si c'est l'objectif de Microsoft de vouloir vraiment concurrencer les meilleurs photophones du marché, quoi. Mais concurrencer les meilleurs photophones, je ne sais pas si c'est vraiment non, mais voilà, je pense qu'il y a un juste milieu peut-être. Mais moi je sais sur ma Surface Pro 3, les photos sont lamentables. Clairement. Après ça s'est légèrement amélioré, mais bon, c'est toujours pas bon, quoi. Mais tu vois, par exemple, les photos sur les MacBook Air, enfin les MacBook, quoi, sont aussi lamentables. Donc c'est une question aussi de, tu vois, c'est pas un smartphone et un PC portable, bizarrement. Enfin, je trouve que ça n'a aucune raison d'être, mais c'est différent. Je ne sais pas pourquoi les PC portables, par exemple, et notamment les Surface, ne sont toujours pas capables de faire au moins des photos d'aussi bonne qualité qu'un bon capteur de façade d'un smartphone. Je parle pas du capteur dorsal, mais au moins le frontal, quoi. Je pense que je suis d'accord avec toi. Un peu comme un PC, c'est un peu vu encore comme une webcam, un truc pour lequel tu vas faire un Skype ou une visio vite fait, tandis qu'un téléphone, maintenant, c'est un vrai appareil photo pour les gens. Et ça doit être peut-être pour ça un peu. Ouais, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour du frontal, enfin surtout post 2020 où tout le monde fait de la visioconférence. Enfin, c'est devenu très populaire et notamment dans les milieux professionnels. Je serais pas étonné qu'il y ait des PC portables qui se réveillent un peu de ce côté-là à l'avenir. Ok, allez, on va laisser Harry Partinen se mettre au boulot chez Microsoft et nous, on va parler de Teams. Tu parlais de visio, donc merci pour la transition. Vous savez peut-être que la conférence Microsoft Ignite, alors c'est terminé ou est encore en cours pour un dernier jour. Bref, Microsoft parlait aux professionnels lors de cette conférence et nous, on a retenu l'arrivée de 2 enceintes intelligentes qui sont dédiées aux visioconférences, alors qui sont dédiées à Teams, qui sortent qui sortent de chez Microsoft. Et ces 2 appareils connectés, donc vont arriver dans un temps assez proche, et elles vont permettre d'améliorer les interventions, notamment dans une même salle, grâce à de la reconnaissance de personnes. Alors les enceintes sont équipées de 6 ou 7 micros chacune, qui sont donc dirigés forcément, et grâce à cette multitude de micros, chaque enceinte est capable de reconnaître la voix de la personne, alors soit grâce au positionnement, soit grâce à la fréquence vocale, et ça va permettre de pouvoir faire des transcriptions également qui sont nominatives. Donc on va pouvoir savoir si la personne est identifiée, qui a dit quoi lors de la réunion. Donc ça peut être assez pratique. Bon, il y a des possibilités aussi pour désactiver cette reconnaissance si on n'en veut pas. Mais on apprend aussi que Microsoft a de plus en plus de partenaires qui produisent du matériel à destination de Teams finalement. Et donc c'est du matériel qui est validé Teams pour faire des visioconférences. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et puis on a aussi vu que de nouvelles fonctionnalités arrivaient pour Teams, mais qui sont vraiment à destination des professionnels ou de la grosse distribution. Donc là, ils permettent par exemple de faire des Teams à 20 000 personnes, donc pour diffuser du contenu à assez grande échelle. Voilà. Mais bon, ça on va pas revenir ici, c'est pas plus le sujet que ça. Toi, tu serais peut-être intéressé, Florian, dans le cadre du boulot, non, pour des produits comme ça, non ? Oui, bah, déjà, je pense que ça va être un meilleur succès que la Cortana Invoke, je peux dire. Ah bah oui. Mais je pense que ça va être beaucoup moins cher aussi. Non, mais sinon, c'est vrai que ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que quand les gens sont dans une salle, finalement, mais bon, après tu reconnais les voix, mais si c'est des gens que tu connais pas, qui sont dans un autre pays, tout ça, c'est vrai que tu peux parfois ne pas savoir qui parle, donc ça pourrait être sympa quand il y a une salle entière qui rejoignent, de voir les 2 comptes séparés et de pouvoir les détecter automatiquement par ça. Après, je dois avouer que c'est quand même un peu gadget, Si ça coûte super cher, je vois pas... Enfin, à moins que ce soit, par exemple, je sais que là, à Decathlon, ils ont des contrats avec Google et donc c'est eux qui ils équipent carrément les salles avec tout le matos, donc peut-être que Microsoft peut faire la même chose et donner ça par défaut aux boîtes, mais je pense pas qu'ils upgraderont et que des gens upgraderont juste avec ça c'est un peu... Enfin, c'est gadget quand même. Mais c'est un micro de groupe, donc si t'es pas équipé d'un appareil comme comment il s'appelle, le gros appareil Surface là qui se met au mur, je l'ai mangé. Le hub. L'écran, le Surface Hub. Hub. Voilà, le Surface Hub. Si t'as pas ça, je pense que faire une visioconférence quand t'es plusieurs dans la même salle, enfin si t'as pas ce genre d'outil, je veux dire, c'est quand même assez peu pratique. C'est vraiment un micro pour plusieurs personnes, ouais. Toutes les semaines, c'est ce qu'on a à la rédaction de problèmes, pour les réunions édito, dès que t'es plusieurs dans une pièce, c'est qu'il y a des gens. En fait, c'est le souci des réunions hybrides où il y en a quelques-uns qui sont sur le web et 2 ou 3 qui sont dans la même pièce. Et il faut faire communiquer tout ça de façon propre. Donc il faut que tout le monde dans la pièce écoute ce que les gens disent à travers le web et en même temps
qu'il n'y ait pas d'effet d'écho ou d'effet, voilà, qu'il n'y ait pas d'arsène, etc. Donc c'est vraiment une problématique importante en ce moment, je pense, et qu'ils essayent de régler. Bon, après, ils auraient pu peut-être trouver un meilleur design qu'une copie carbone d'une enceinte Amazon Echo, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, je suis assez d'accord, vraiment... j'ai pensé à ça en l'ayant vu. Non, mais c'est vraiment le même design, quoi, c'est fou. Oui. C'est rigolo, quoi. Mais à part ça, non, blague à part, ça a l'air très prometteur. Et ce que tu disais sur les produits certifiés Teams, me fait penser, je me demande si les prochains produits Surface, tu vois, pour un peu faire du placement produit, ils vont pas te dire que les caméras en façade, en tout cas, sont certifiées Teams, tu vois. Peut-être. Ils seraient pas... Ce serait malin de leur part, je pense. Comme il y avait eu un peu des démonstrations de Word, etc., ou de OneNote avec les Surface Pro, je les verrais bien faire une intégration de Teams en disant, voilà, la caméra, elle a été optimisée pour Teams. Et si elle a vraiment été optimisée, d'accord, hein, après, que ce soit pour Teams ou non, autre mais chose. bon, ça... Oui. On est d'accord. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais bon, vraiment, je pense que c'est un outil. Alors, c'est sûr que pour nous, ça pourrait être utile si on faisait, voilà, des enregistrements de podcasts avec quelques-uns au même endroit et les autres, comme tu disais, par Internet. Mais pour les petites entreprises qui travaillent à plusieurs avec des partenaires extérieurs, je pense que c'est le genre d'outil qui peut être assez pratique. À voir après, comme disait Florian, quel sera le coût de cet appareil. Bon, allez, on va laisser le monde des pros, Cassim, et puis on va passer à des choses un peu plus rigolotes. Oui. Allez, donc la partie préférée de Florian, on va parler de jeux vidéo. Et pour commencer avec un premier sujet, c'est le Game Pass de mars qui arrive et qui est branché très sport, Florian. Donc ça va forcément intéresser Florian, du coup. Eh oui. Donc dans ce Game Pass, on apprend que le EA Play arrive en force, en fait, à l'intérieur de Game Pass. Et on a Madden NFL 2021 qui arrive pour les consoles. On a Football Manager 2021 qui arrive pour les PC et en version console sur... Alors, j'ai pas compris. Et sur console et sur PC. Je savais pas qu'il y avait deux versions différentes. C'est ça, il y a une sorte de version un peu simplifiée du jeu qui sort sur console. Et là, ils ont décidé de sortir cette version simplifiée aussi sur PC. Du coup, le Game Pass sur PC, il a la vraie version du jeu classique et la version un peu simplifiée. D'accord, bon, pourquoi pas. On a NBA 2021 aussi qui sort sur console et par le cloud, et donc pas PC. Hein. Et on a Star Wars Squadron qui sort, lui, sur console. Donc on voit quand même que c'est plutôt du lourd qui sort, c'est des jeux 2021, donc c'est les derniers jeux, il manque plus que FIFA 2021, et puis il y aurait quasiment la totale. Hein. Il y a NHL 2021 qui arrive aussi, je crois le mois prochain. Donc ça fait des gros jeux qui arrivent, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'aux États-Unis, ça va vraiment cartonner parce que c'est toutes les licences, c'est le football américain, le hockey et le NBA, c'est vrai. Ça marche un peu partout dans le monde, mais en particulier aux États-Unis, je pense que ça séduire vraiment beaucoup. En plus, on sait que c'est un territoire qui est plutôt affilié à Xbox déjà. Et donc, à mon avis, ça va vraiment être un coup fort d'avoir toutes ces licences sportives. Et comme tu disais, c'est la version en cours, donc c'est la saison actuelle. C'est pas, même s'il y a quelques mois de décalage sur la sortie du jeu, c'est la version actuelle du jeu. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Il y a juste un petit bémol que je voulais souligner, ce qui est un peu dommage, mais ça, je pense que c'est plus du ressort de 2K que du ressort de Microsoft. NBA 2K 2021, c'est la version Xbox One du jeu et pas la version Xbox Series SX. Donc si tu as une nouvelle console, tu peux y jouer, hein, bien sûr, mais tu joues à la version Xbox One du jeu plutôt qu'à la version Next Gen. D'accord, ok. Allez, c'est un peu dommage. C'est comme ça, mais oui. Et du coup, et aussi, comme tu l'avais remarqué un peu, il n'y a pas beaucoup de sorties sur PC. À part Football Manager 2021 en fait. Ouais. Ça vient notamment du fait que il y a pas en fait beaucoup de sorties sur le Game Pass dans cette fournée. Il y a la moitié des ajouts en fait qui viennent du EA Play, et le EA Play n'est toujours pas disponible sur PC dans le Game Pass en tout cas. Et donc forcément le PC perd à cause de ça en force un peu. Et je pense aussi que c'est pas une super grosse fournée pour le Game Pass. Alors ils ont mis plein de trucs de sport ensemble.
pour faire un effet un peu d'élan. Et comme tu l'as dit, d'ailleurs, ils ont rajouté un jeu qui sort en avril, enfin qui sera rajouté en avril, donc ça pour encore plus un peu englober le tout. Mais j'ai l'impression que c'est pas une grosse fournée pour le Game Pass. Peut-être que normalement dans les jours à venir, ils vont peut-être finaliser le rachat de Bethesda. Peut-être qu'ils s'attendent dans le courant du mois de mars à une plus grosse fournée quand ils auront racheté Bethesda et qu'ils pourront rajouter peut-être plus de jeux du catalogue Bethesda. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, donc tu as parlé des arrivées, on a quand même des départs, quelques départs à noter. On a Alvastia Chronicles sur PC et Xbox, je ne connaissais pas. Astrologaster sur PC, je sais pas, une histoire d'escargot de l'espace peut-être. Bloodstain sur console et PC, Kona sur Xbox, et le seul que je connaissais c'était The Witcher 3. Voilà. Alors je suis assez d'accord, mais par contre The Witcher 3 c'est quand même un gros morceau par contre. Oui. Donc c'est pour ça aussi que j'espère qu'ils ont quelques cartouches en stock pour le Game Pass pour un peu contrebalancer tout ça, parce que c'est quand même un gros jeu qui part du Game Pass quoi. Oui. Après moi je l'avais eu sur GOG, The Witcher 3 à pas trop cher hein. Oui, bah, il se fait vieux en plus maintenant. Et puis, après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a la version Next Gen en plus qui va sortir bientôt. Oui, après, tu peux le choper en promotion un peu partout, tout le temps. C'est ça, je pense qu'à 5 euros, tu peux le choper de manière 100% légale. Donc, ça vaut peut-être pas la peine de se priver. En plus, c'est un jeu qui est assez long, assez intéressant. Donc, voilà. Ça vaut le coup à ce prix-là. Tout à fait. Florian, peut-être quelque chose qui va t'intéresser, toi. Je sais pas, t'as joué à Pokémon Go, peut-être ? Oula, j'ai joué 2-3 jours. D'accord. Ah oui, donc t'étais pas un gros aficionado. Donc on a vu lors des Microsoft Ignite que Pokémon Go, et notamment Niantic, le développeur de Pokémon Go, avait un partenariat avec Microsoft. Donc on a vu l'utilisation des HoloLens pour jouer à Pokémon Go. Alors c'était juste de la démo, c'était pas dans le but de sortir un jeu grand public. Hein. Alors peut-être malheureusement pour certains qui auraient aimé. Mais en réalité... Oui, j'ai du mal à imaginer Pokémon qui est quand même une licence... Alors c'est pas une licence qui appartient à Nintendo, mais c'est une licence qui est très marquée par Nintendo. Ah bah c'est clair. Et qui a des parts dans Pokémon Company, qui est l'entreprise qui gère Pokémon. Je les vois mal sortir un truc sur une plateforme Microsoft comme ça. Surtout cette licence-là, quoi. Oui, donc c'est vraiment Niantic, la boîte qui fait Pokémon Go, qui travaillent avec Microsoft et qui vont se servir de Microsoft Mesh. Donc Mesh, c'est le service qui aide à la conception d'expériences holographiques chez Microsoft. Donc a priori, ça peut être sur tous les devices, pas forcément sur les HoloLens, mais ça peut être aussi peut-être sur PC, sur smartphone, hein, si j'ai bien compris ce que ça faisait. Et Niantic donc va collaborer avec Mesh pour créer des nouveaux usages, de nouvelles solutions, voilà. Moi, ça me laisse un petit peu de marbre quand même. Je me dis, quels sont les intérêts qu'on pourrait y retrouver au final, nous, utilisateurs ? Vous en voyez, là ? Florian, Cassim ? Mais c'est un marché qui est encore vraiment... qui a du mal à démarrer. C'est le marché là, a été augmenté ou mixte, tu appelles ça comme tu veux. Alors là, Mesh, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de framework, d'API, de SDK, je ne sais pas, mais en tout cas de technologie qui se veut couvrant tout ce qui se fait sur le marché. Donc quand tu développes avec Mesh, en fait, tu dois pouvoir du coup tu peux publier sur HoloLens, Oculus, tous les casques et même oui effectivement les smartphones, Android ou iPhone. Donc c'est vraiment une sorte de plateforme universelle. Donc ça c'est assez malin de la part de Microsoft parce qu'en plus ils ont une certaine avance avec HoloLens. En tout cas dans le milieu, c'est très très niche, mais dans le milieu des entreprises, de certaines entreprises, comme ça, ils ont réussi à viser des applications métiers qui pouvaient utiliser leur réalité augmentée de façon très précise. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à prendre une petite avance comme ça sur le reste du marché. Mais là, je parle vraiment, quand je disais entreprise, je pensais vraiment c'est au niveau industriel, quoi. Oui. Sur des cas particuliers. Et je crois qu'il y a dans la conférence, ils citaient Airbus notamment. Ouais. Donc c'est des cas vraiment très particuliers. Mais du coup pour nous utilisateurs, je pense que c'est très très lointain tout ça. L'éventuel décollage du marché, c'est pour nous, en tout cas en grand public, ce sera quand Apple normalement sortira peut-être ses lunettes. En tout cas, on sait qu'ils ont un projet. Est-ce que ça verra le jour un jour ? Je ne sais pas. Mais on sait qu'ils ont un projet là pour dans les années à venir de sortir des lunettes de réalité augmentée un peu façon HoloLens. Et on sait on voit mal Apple lancer ça pour un marché professionnel. En général, oui. Apple, c'est plutôt grand public, ou en tout cas pour le consommateur, le particulier.
Donc on verra quand eux ils se lanceront, peut-être que ça permettra de chambouler un peu le marché. En attendant, Microsoft, j'ai l'impression qu'ils voilà, ils s'y préparent, au moins ils sont là, ils sont présents en termes technologiques, mais pour nous, grand public, je pense que c'est pas très intéressant. Parce que Niantic, en regardant sur internet, c'est quand même une boîte de jeux vidéo. Ouais. Et donc je sais pas vraiment, j'arrive pas à voir ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Enfin bon, voilà, ça me questionne. Ouais, c'est à eux de trouver. J'ai l'impression que limite le meilleur boulot qu'ils pouvaient faire, c'était justement de produire cette démo avec Microsoft de Pokémon Go pour donner envie aux gens qui regardaient Ignite, que ce soit côté développeur ou côté entreprise, de peut-être se dire finalement ça a l'air intéressant quand même cette histoire d'holographie, cette histoire d'HoloLens. On va regarder ça de plus près quoi. J'ai l'impression que c'était ça un peu le but de cette démo et je sais pas si le partenariat avec Niantic ira vraiment plus loin que ça. Effectivement, j'ai du mal à imaginer ce qu'ils pourraient en développer, ce qu'ils pourraient en sortir, quoi. Mais bon. D'accord. Ok, bah écoute, on va laisser Niantic trouver de bonnes idées, puis nous, on va te demander, Cassim, ce que tu as pensé du xCloud, car tu as pu le tester sur PC. Oui. Oui, tout à fait. En fait, il y a une application, je crois que j'en avais parlé en plus dans l'émission, il y a une application qui est sortie en novembre ou quelque chose comme ça, qui avait été utilisée en fait par les développeurs de jeux vidéo l'année dernière pendant le confinement et qui leur permettait en fait de développer pour les Xbox, notamment la Xbox Series X, à distance quand ils pouvaient pas être à leur entreprise et pouvoir quand même développer pour la console. Microsoft, ils avaient développé cette application et elle a été publiée un peu par erreur, je ne sais pas, mais en tout cas elle est toujours disponible sur le Microsoft Store, mais bon, elle est un peu cachée. Et il faut télécharger le package et l'installer à la main, et après il faut réussir à activer certaines options pour avoir accès à l'application complète. Cette application permettait jusqu'à présent de se connecter à distance à n'importe quelle Xbox, ce qui est du coup en fait la seule application capable de se connecter à une Xbox Series X, puisque cette dernière n'est pas capable ne peut pas streamer vers l'application Xbox classique sur Windows 10 pour une raison que je n'explique pas. Mais c'est comme ça. Et l'autre volet, oui, je sais pas. Et l'autre volet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc xCloud. Alors, c'est un peu particulier parce que du coup, donc moi j'ai pu tester xCloud en avance donc sur PC par cette interface-là. Mais il faut savoir que quand ce sera disponible pour le grand public, j'espère que ce sera bientôt le cas, ce sera disponible par le web uniquement ou par l'application Xbox qui sert au Game Pass. Mais même dans ce cas-là, ce sera quand même une sorte de client web caché, même si tu démarres une application, ce sera une vue web. Donc l'application que j'ai testée, finalement, elle ne rentrera jamais en jeu. Mais c'est pas très grave puisque c'est pas l'application qui est intéressante, effectivement. Et évidemment, avec du cloud gaming, c'est plutôt le service derrière et la vue, etc. Donc l'interface est très propre, elle présente tes jeux directement, c'est un peu à la Netflix finalement. T'as des sortes de, tu vois, les jeux sont au format un peu affiche de film et tu choisis rapidement quel jeu. T'as une fiche pour chaque jeu et t'as plus qu'à cliquer sur jouer et lire pour lancer le jeu. Et alors après ça se passe de façon assez similaire à ce qui se passe actuellement sur xCloud sur mobile, sur smartphone. Donc dès que tu cliques sur jouer, en fait, il envoie l'ordre au serveur de démarrer le jeu. Et alors là, ça prend un certain temps, quand même, une bonne quinzaine de secondes, je dirais, puisqu'il faut le temps qu'une Xbox One S se démarre le jeu, avec le stockage, etc. Donc ça prend du temps, même ça prend 30 à 40 secondes, j'avais mesuré. D'accord. C'est assez long. Ouais. Ça, on espère que quand ils vont passer des Xbox One à l'Xbox Series X, peut-être que leur serveur pourra un peu plus être rapide et réactif, parce que franchement, les autres services de cloud gaming sont plus efficaces là-dessus. Mais une fois que c'est démarré, par contre, c'est le jeu comme sur Xbox One. Donc ça veut dire qu'il faut y jouer soit à la manette, soit tu branches une manette sur ton PC, soit si ton PC est tactile, ça gère comme sur smartphone, ça gère les contrôles tactiles. Si le jeu est compatible. Donc j'ai testé un jeu qui était compatible comme Céleste par exemple. Là ça marche très bien. C'est un jeu qui est assez simple mais ça marchait nickel, pas de soucis, très bonne qualité d'image, très fluide. En fait j'avais l'impression de jouer. Tu m'aurais pas dit que c'était en cloud gaming, je pense que je n'aurais pas remarqué. D'accord, donc vraiment génial. Vraiment là top, rien à redire. La latence était inférieure à 15 millisecondes donc c'était vraiment nickel, vraiment rien à redire. J'ai testé un autre jeu par contre qui est Forza Horizon 4 que je sais être plus exigeant en fait pour le cloud gaming. Alors il est plus exigeant pour deux raisons, c'est que d'abord il est plus gourmand sur la Xbox One, il la pousse un peu plus à fond
Donc je pense que la Xbox One S qui est dans le serveur de Microsoft déjà elle galère un peu plus. Ouais. Et en plus c'est un jeu qui va très vite, donc en termes de streaming, il faut que il peut pas y avoir un peu de buffer. Les algos de compression détestent quand t'as beaucoup d'images qui se succèdent comme ça. Ça marche pas très bien. Et là c'est exactement ce cas-là. T'as pas beaucoup, enfin ça défile tellement vite, il y a tellement de changements en permanence que les algos de compression peuvent pas réduire la bande passante demandée. Et donc ça met un peu, ça pousse dans ses retranchements les services de cloud gaming. Et là ça va pas manquer, pour moi c'était, enfin dans mon cas personnel en tout cas, ça s'est assez vite transformé en bouillie de pixels, c'était pas très jouable, il y avait beaucoup plus de latence, ça marchait vraiment pas, et puis en plus comme il tourne sur Xbox One, il était bloqué à 30 images secondes avec un rendu qui était pas très net, parce que c'est la version Xbox One de base en fait, et pas la version Xbox One X, Xbox Series ou un truc comme ça, tu vois. Donc forcément, il y a un peu tous les défauts qui s'additionnent comme ça. Et là, c'était beaucoup moins convaincant, c'est sûr. Mais malgré tout, je trouve ça quand même, globalement, l'expérience, je la trouvais quand même très prometteuse. Moi, ce que ça me dit surtout, les 2 points que je retiens, c'est d'abord que l'image était diffusée en Full HD. D'accord. Donc ça c'est un bon premier point, puisque jusqu'à présent xCloud c'était limité en 720p. Donc là ça y est, c'est monté pour les 2 jeux, t'as été en Full HD. Ouais, tous les jeux que j'ai testés même me proposaient systématiquement au moins, me proposaient systématiquement du Full HD. Ça veut pas dire que le jeu tournait en Full HD, parce que des fois les jeux sur Xbox One pouvaient tourner par exemple en 900p ou quelque chose comme ça, et être upscalé après en Full HD. Mais le flux d'images était systématiquement du Full HD. Donc ça c'était un bon point. C'est juste des fois la qualité, on appelle ça le bitrate, était vraiment pas bon, et du coup ça pixelisait de partout, et j'avais 1920 par 1080 pixels, mais ça ressemblait à rien, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. À cause des problèmes de compression. Mais la qualité, l'image, voilà, le fait que le flux soit en Full HD, c'est une bonne nouvelle pour le PC. Et c'est quand même très prometteur pour l'avenir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera quand ils installeront des Xbox Series X dans les serveurs. Et je trouve il y a un côté, je trouve ça intéressant que pour une fois Microsoft ne se précipite pas, mais petit à petit, comme des pièces d'échecs, fait petit à petit avancer sa stratégie. Ils y vont à tâtons, ils y vont pas comme des bourrins comme Google Stadia. Ils y vont petit à petit, et alors ils ont peut-être un peu de retard technologique ou des petits défauts comme ça, mais on sent que plus ça va aller, mieux ça va s'améliorer, plus ça va être disponible sur plus d'appareils, et plus la technologie va être mature, et plus on va vraiment pouvoir ne pas avoir de PC puissant chez soi et pouvoir quand même jouer à tout un tas de jeux, genre sur une future surface, quoi. Ne plus avoir de console chez soi. Exactement, mais ça j'attends beaucoup aussi qu'ils annoncent peut-être, alors là ils se concentrent sur le PC et l'iPhone, mais j'aimerais bien qu'ils annoncent un partenariat avec par exemple Samsung, pour que les téléviseurs Samsung intègrent directement l'application. Moi j'aimerais bien un petit boîtier comme le Wireless Display Adapter que tu mettrais au cul de ta télé, et sur lequel tu pourrais te connecter directement, tu rentres tes identifiants Microsoft et hop, t'as accès à tous les jeux. Je pense que ça peut aller de pair, effectivement, c'est 2 bonnes idées. C'est le boîtier te permettrait de rendre ça compatible avec n'importe quel téléviseur, et en même temps, pour le côté grand public, d'avoir ça directement dans ton téléviseur via des partenariats, ça peut aussi être très fort, que dans l'interface de ton téléviseur, voilà, t'as le logo Xbox, t'es plus qu'à connecter ta manette en Bluetooth, et ça marche direct, sans intermédiaire, sans boîtier, etc. Donc là, ce sera encore plus efficace. Donc, oui, mais ça veut dire qu'il faut racheter une télé. Enfin oui, ça dépend de... Mais voilà, en partant du principe plutôt que ta télé serait soit compatible, soit au moment de l'acheter, sans y penser... tu vas pas acheter une télé pour ça, mais tu veux... Voilà, tu vois, c'est pour ça que je préfère acheter le petit boîtier que devoir changer. Comme phase de transition, je suis d'accord, les deux pour moi sont intéressants. Ouais, voilà. Et donc... un peu comme Chromecast en fait. Tout à fait. Tu m'y fais penser, tu peux acheter un Chromecast quand ton appareil n'est pas compatible, et en même temps... avoir des télés qui maintenant intègrent directement le Chromecast, la technologie Chromecast directement dans le téléviseur, ou Miracast, ouais. Voilà. Et donc moi j'avais une question sur est-ce qu'on passe enfin au Full HD sur xCloud. Il semblerait que tu aies répondu à la question tout à l'heure. non, mais voilà. Mais en tout cas c'était pas tout le temps convaincant, mais au moins c'est prometteur, quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, merci Cassim pour ce retour. Florian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose après cette partie qui n'est pas celle que tu préfères? Attends, je trouve le bouton unmute. Non, rien de spécial, non. Ok. Bon, ben, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents ce soir. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous dans 15 jours, donc ça sera plutôt vers la fin mars pour l'épisode 203. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous sur les différents réseaux pour échanger. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci à toi pour la présentation. Avec plaisir, Cassim. Bonne soirée à vous ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ciao. Bonne soirée.